Eh ben, merci beaucoup à tous et toutes. Voilà, pour une fois, on va saluer les mecs en premier, puisqu'on en a dans la salle. Donc bienvenue pour cette conférence sur le CV et les entretiens. Alors, le but, c'est que ce soit aussi interactif et que ça puisse répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous souhaitez rebondir. Donc déjà, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Garance de Ledal, je vais avoir 40 ans cette année, j'ai 3 enfants. Vous m'avez peut-être pour certains et certaines croisé dans les couloirs du salon, puisque j'ai la chance cette année d'avoir coordonné l'organisation de ce salon, puisque moi, depuis plusieurs années, j'accompagne la reconversion professionnelle et l'évolution professionnelle des personnes au titre de mon entreprise, donc, qui s'appelle Market Yourself. Et j'ai fait la connaissance du salon justement en tant que partenaire au titre de mon activité en 2020 et en 2021. Et donc, c'est un peu naturellement que quand l'opportunité s'est proposée à moi de reprendre la suite et le développement de ce beau salon, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir justement permettre à un maximum de personnes en questionnement professionnel de pouvoir trouver des réponses à leurs questions. Et en plus, en tant que femme qui ai moi-même vécu une période de remise en question professionnelle, ça prenait tout son sens. Moi, j'ai un parcours rapidement dans le recrutement, en cabinet et en entreprise, mais au début, j'ai fait du marketing. Et au début, quand j'étais petite, moi, ce que je voulais, c'était sauver le monde et aider les gens qui avaient des problèmes. Et en fait, pour moi, le marketing, c'était finalement une façon de faire coïncider deux besoins. Le besoin de quelqu'un avec l'offre de service de quelqu'un d'autre. Et puis finalement, c'est en faisant du recrutement et en travaillant dans le développement carrière que finalement, j'ai fait coïncider ma mission de vie avec finalement quelque chose de concret, à savoir donc le besoin des recrutés et puis des recruteurs. Et en 2019, j'ai décidé de montrer ma structure après quelques années auparavant un burn-out et une situation aussi moi-même de bilan de compétences et de remise en question. Et puis du coup, dans Market Yourself, il y a justement l'idée d'aligner finalement qui l'on est et finalement bien se connaître pour être prête dans son environnement professionnel. Et du coup, aujourd'hui, dans le cadre de mon activité, et aussi bien via le bilan de compétences que l'accompagnement à l'emploi, que l'accompagnement RH des dirigeants de TPE-PME, que l'enseignement, qui sont les différentes casquettes que j'ai, j'aide à savoir, que l'on soit recruteur ou recruté, bien se connaître, ça permet de mieux savoir ce que l'on veut, ce que l'on vaut, identifier ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être, se valoriser, choisir bien ses missions et son environnement de travail et se sentir aligné dans sa vie pro et perso. Donc avoir effectivement bien ce premier pilier de connaissance de soi, de qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qui est important pour soi, sa mission de vie, entre guillemets. Également, qu'est-ce que l'on sait faire et quelles sont nos ressources à la fois dans nos compétences et dans notre parcours, pour ensuite pouvoir les mettre en valeur via ce qu'on va appeler finalement du marketing de soi. Alors on entend de plus en plus parler de ce terme de personal branding. Alors c'est un mot qui peut paraître un peu presque, qui peut faire peur. Moi je le vois dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que l'idée c'est de savoir bien se mettre en valeur lorsque l'on a finalement bien construit son projet. Et grâce normalement à tout ce que vous avez pu voir sur le salon et puis à toutes les démarches dans lesquelles sans doute vous êtes, une fois que vous avez votre projet qui est construit, l'idée c'est comment est-ce que vous le faites ressortir, comment vous le mettez en avant pour finalement faire matcher ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire avec les besoins des personnes en face de vous. Et donc c'est l'objet de cette conférence d'aujourd'hui qui a pour but d'être vraiment très concrète sur finalement 2 outils de personal branding parmi les 4 grands piliers que l'on va retrouver dans cette démarche. Donc on va surtout focaliser aujourd'hui sur le CV et puis le discours en entretien et finalement la préparation de l'entretien et comment est-ce qu'on va préparer aussi son storytelling et finalement la meilleure façon de réussir ces entretiens. Parce que parfois on en oublie un petit peu, quand on n'a pas les trucs et astuces, on peut perdre un petit peu ses moyens. Et donc un peu comme un sportif,
d'être dans cette logique d'entraînement, de préparation, ça vous permet d'être plus percutant. Donc on va voir comment est-ce qu'on fait. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Alors moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a 1000 façons de recruter parce qu'il y a 1000 recruteurs. Donc moi, ce que je vais vous dire est issu de mon parcours professionnel, de mon expérience de plus de 10 ans dans l'emploi, mais vous rencontrerez des personnes qui peut-être diront le contraire de ce que je vais dire, qui peut-être le diront différemment. Aujourd'hui, je vais focaliser plus sur le CV papier parce que ça reste un incontournable, même si aujourd'hui on est de plus en plus dans le digital et qu'il y a le CV vidéo, etc. Mais moi, j'ai voulu focaliser sur le CV. J'ai une clé d'entrée et j'ai ma vision, mais après, voilà, vous prenez ce que vous avez envie et vous laissez ce qui vous parle moins. Ok. Alors du coup, je voulais juste voir avec vous ce que, à votre avis, évoque ce chiffre. C'est ça, exactement. Tout à fait. Donc effectivement, 6,25 secondes, c'est en moyenne le temps passé par un recruteur sur un CV. Donc l'idée, c'est d'essayer d'être le plus percutant possible pour justement dépasser ce chiffre et finalement que la personne ait envie de s'attarder sur votre CV. Et donc on va voir comment on fait dans le fond et dans la forme. Alors, qu'est-ce qui attire l'attention des recruteurs? Pas trop ça. L'idée, ça va être effectivement de travailler sur quelque chose qui, aussi bien dans le fond que dans la forme, va être impactant, qui va faciliter la lecture, qui va permettre... parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des techniques de tri de CV. Donc, on va lire un CV de façon cursive. On va partir du haut à gauche en allant vers le bas à droite. On va aller tout de suite chercher certaines informations. Donc, il est important qu'à la fois... Oui, on ait un beau CV qui soit graphique, qui soit original, mais qui soit quand même dans des codes un peu structurés qui permettent de ne pas trop se perdre. Et aussi de faire le point sur quelles sont les choses vraiment fondamentales à dire sur un CV et quelles sont les choses qu'on va plutôt garder pour les entretiens et faire le tri entre ce qu'on va appeler finalement les hard skills, donc les savoir-faire, et ce qui va être plutôt de l'ordre du soft skills et de la compétence relationnelle et de l'aptitude, où là, on va peut-être plus le suggérer au travers des réalisations sur le CV, mais on va plutôt en parler en entretien. Donc, ce que j'ai voulu faire simplement, c'est partager avec vous des avant-après de CV sur lesquels j'ai bossé avec des clients. Alors, avec bien sûr le côté anonyme, j'ai essayé d'anonymiser au maximum parce qu'évidemment, le but, c'est pas qu'elles retrouvent leur CV affiché voilà, avec leur nom. C'est plutôt que vous voyez un petit peu comment on a travaillé. Moi, j'aime bien travailler sur des CV par compétences. Surtout, et là je focalise un petit peu sur la clé d'entrée du salon, qui est là on n'est pas forcément, quand je fais par exemple des conférences CV en école ou en début de carrière, là on va peut-être être dans quelque chose d'un petit peu plus axé sur le chronologique. Là quand on est dans une logique d'évolution professionnelle, où on n'est pas parfois dans une logique de pivot, de changement de métier, de reconversion, il est important de réussir à faire finalement la synthèse de tout ce que l'on a fait. Et souvent, le CV par compétences va être une façon, finalement, au lieu de commencer la lecture du CV par le dernier métier, et donc le recruteur risque de nous cataloguer sur le dernier métier, c'est finalement avoir une présentation des gros blocs de compétences. Et ça, voilà, si vous faites de l'accompagnement, si vous vivez à un moment donné un bilan de compétences, un accompagnement, ou que même vous-même, grâce à ce que vous allez voir là, vous travaillez sur quels sont mes grands champs de compétences, vous allez pouvoir faire finalement un grand dénominateur commun de toutes vos expériences et dans vos expériences pouvoir beaucoup plus focaliser uniquement sur vos réalisations et mettre en avant vraiment des choses concrètes, des chiffres, des résultats pour que l'on voit dans chaque expérience les singularités de ces expériences. D'accord ? Donc là on est timé, donc du coup je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais l'idée c'est que vous puissiez voir. Alors par exemple, donc ça c'était un CV d'une cliente où on a travaillé sur un coaching emploi, un mini-bilan. Là, on était sur quelque chose de chronologique, où elle était avocate, et puis elle était à son compte, elle voulait aller vers quelque chose de plus global. Elle voulait mettre en avant quand même ses compétences juridiques, mais elle voulait aller au-delà et sortir de cette voie juridique. Et donc, on a travaillé
Donc alors bien sûr, elle a travaillé aussi sur le côté graphique, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez, voilà, on a gardé ce côté compétence, donc cette expertise juridique, l'analyse et l'investigation, le management et les suivis de dossiers. Et dedans, elle a pu mettre voilà, ces différents grands champs de compétences. Et ensuite, dans les expériences professionnelles, elle a pu rentrer vraiment là, dans des exemples concrets de ce qu'elle a fait. D'accord ? Et au niveau du titre également, ce qui est intéressant, et vous allez le voir sur le deuxième exemple, moi je conseille plutôt, alors pour moi c'est important d'avoir un intitulé de CV, mais plutôt que de mettre un nom de métier dans lequel justement on va se coller une étiquette, c'est plutôt de travailler sur des mots-clés qui vont venir présenter les grands contextes de ce que vous savez faire, de ce que vous avez envie de faire. Donc là, elle a mis juriste parce qu'elle ciblait quand même un métier un peu précis, avec une expertise, mais là je vous ai mis un deuxième modèle de CV, avec quelqu'un qui justement était dans le marketing produit et qui, voilà, il y a des dizaines de noms différents dans le marketing produit de métier. Donc plutôt que de s'enfermer dans chef de produit, responsable produit, etc., l'idée c'était plutôt de mettre ce qu'elle fait. Donc elle fait du développement produit, elle travaille sur la stratégie d'achat, elle gère des projets. D'accord ? Et donc là, vous voyez les grands pôles, marketing produit, achat, supply chain, management. Et puis ensuite, dans ces expériences, vous voyez vraiment les différentes anciennes dans lesquelles elle a travaillé, les mises en avant, donc des infos clés sur l'entreprise, le périmètre, le nombre de chiffres d'affaires, de pays, l'intitulé du poste, et puis ensuite le nombre de rêves sur lesquels elle a travaillé, le chiffre d'affaires, et puis vraiment voilà, 60 développements produits par an. Vous voyez vraiment des réalisations très concrètes liées à ce contexte-là. Et donc là, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très très efficace, à mon sens, et de très précis. Et vous voyez que n'apparaissent pas de notion de qualité personnelle sur le CV, comme moi je peux parfois le lire. Et moi, mon point de vue et mon expérience, c'est de dire que, par exemple, l'organisation, se définir comme quelqu'un de dynamique, etc., ça n'engage que soi. Chacun a une définition différente du dynamisme, de l'organisation. Et donc, mettre ces éléments-là sur un CV peut à la fois être limitant, être non exhaustif et vous faire perdre de la place au profit, au détriment du coup d'éléments factuels dont on a besoin pour bien comprendre ce que vous savez faire. Parce que c'est sur la base de ce que vous savez faire qu'on va avoir aussi envie de comprendre qui vous êtes. Donc voilà en tout cas moi ce que j'avais envie de vous dire par rapport au CV. Est-ce que rapidement vous avez des questions par rapport à cela? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez envie de revenir? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de répétition entre le trop pavé qui me donne ses compétences et puis après les expériences? Alors, en fait, c'est plutôt complémentaire. Et je vous remercie pour la question parce qu'effectivement, par exemple, là, en fait, elle va pouvoir mettre une seule fois le fait qu'elle a travaillé sur le marketing mix, sur les analyses de KPI, sur la stratégie du produit. Donc ça, c'est une compétence clé globale. Et ensuite, on va pouvoir voir le nom. Voilà, par exemple, là, elle a créé et mis en place d'une nouvelle BU. Elle a mis, par exemple, une collection, lancement de la literie pour Habitat. Vous voyez, donc là, elle a pu aller du coup sur des exemples concrets de réalisation. Donc, si vous voulez, plutôt que de dire 3 fois d'affilée, j'ai fait du marketing mix, j'ai fait du marketing mix, j'ai fait du marketing mix, elle le dit une fois, et puis après... Comment ? Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que là, on va plutôt être dans ce qu'on appelle le bloc de compétences, et là, on va plutôt être dans la partie vraiment réalisation, et dans les exemples concrets. Et c'est ça qui est intéressant parce que aussi on va pouvoir mettre en avant, notamment dans du marketing, des chiffres, des budgets. Et ça, parfois, ce sont des choses qui manquent, notamment quand vous êtes sur des fonctions commerciales, sur des fonctions... il y a toujours moyen de valoriser d'un point de vue des chiffres pour comprendre finalement le périmètre sur lequel vous êtes, ce que vous faites. Et ça, souvent... justement, quand on est dans quelque chose de trop chronologique, on a beaucoup de choses à mettre et du coup, on doit déjà mettre toutes les compétences techniques conceptuelles et ensuite, on a moins de place ou on a l'impression qu'on a moins de place pour les exemples. Et puis, typiquement,
Si, par exemple, demain, elle postule pour un poste dans l'innovation, par exemple, chef de projet innovation, ça ne s'appelle pas du tout chef de produit. Mais elle va pouvoir expliquer, bah oui, mais voilà, par rapport à l'annonce que vous cherchez quelqu'un qui sait créer des nouveaux produits, qui sait faire ci, faire ça, faire ça. Et là, vous allez du coup pouvoir faire cet exercice aussi de rapprochement de moi, ce que j'appelle le mix and match, entre finalement l'attente théorique qu'il y a dans l'annonce et puis les éléments, encore une fois, factuels de votre CV. Voilà. Après, effectivement, c'est quelque chose aussi qui se travaille. Enfin, en tout cas, moi, je sais que souvent, c'est aussi avec un petit peu de travail en séance qu'on arrive à bien structurer les choses. Et souvent, même aussi, et ça va faire une bonne jonction, et puis je vais répondre aussi à votre question, c'est une bonne transition aussi pour les entretiens. Parce qu'en fait, ça permet de ranger dans son esprit ce qu'on sait faire. Et du coup, pour pouvoir en parler par la suite, c'est aussi beaucoup plus facile. Se dire, bah voilà, moi, mes grandes compétences, c'est ça, 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 ça. Et ensuite, je vous donne des exemples. Et concrètement, ça se répercute sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Ok ? Super. Oui ? Ah. C'est déjà fini ? Ah, pardon. Oui. En fait, vous l'avez ? Ouais, vous l'avez, c'est parce que c'est ici. C'est parce que là, vous êtes un peu loin, mais n'hésitez pas, même à la fin de la presse, vous pourrez regarder. Ouais, il y a bien les notions de date. Hein. Et par exemple, sur l'exemple précédent que je vous ai montré, vous avez les notions de date ici. Donc oui, on respecte toujours complètement les codes classiques et chronologiques, hein, complètement. Toujours, bien sûr, et même avec importance. Mais justement, effectivement, on casse aussi un peu ce côté-là, parce que souvent, quand justement on veut rebondir, on veut se reconvertir, on veut ouvrir, on ne veut pas qu'on nous colle, on veut se défaire de cette étiquette un peu de ce qu'on faisait avant, et on veut pouvoir ouvrir un peu le champ. D'accord ? Super. Alors évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, et donc au niveau du timing, comme on est un peu serré, alors déjà j'ai beaucoup de choses à vous dire sur l'entretien, donc j'espère qu'on va avoir le temps, et puis au pire, voilà, on va avancer. Mais je voulais également revenir sur la préparation pour les entretiens, parce que souvent on se met la pression, on se dit oh là là, j'aime pas les entretiens, mais souvent on aime moins les entretiens quand on n'est pas préparé ou quand voilà, on n'est pas en confiance. Et en fait, la confiance, pour moi, elle se gagne aussi dans la préparation. Et je cite souvent un sportif champion de tennis, Arthur Ashe, qui disait voilà, beaucoup de gens aiment gagner, mais qui aiment s'entraîner. Et donc voilà, l'entraînement, c'est vraiment important. Et donc moi, je vous ai découpé un peu les étapes clés pour réussir un entretien. Enfin, des entretiens, vos futurs entretiens. Donc déjà, c'est se reparler des enjeux très rapidement. Alors moi, je veux vraiment focaliser vraiment sur ces deux derniers, parce que souvent, on peut se mettre dans une posture un peu d'infériorité par rapport aux recruteurs, ou laisser certains recruteurs nous mettre dans une position un peu inférieure, surtout quand on est justement en rebond professionnel, ou que finalement on se met un peu en risque, parce que bah, voilà, on s'intéresse à des métiers qu'on n'a peut-être pas fait dans l'État, etc. Et ce qui est important de bien garder à l'esprit, c'est qu'il y a cette notion pour moi d'égal à égal, c'est-à-dire que vous avez chacun un besoin. Vous avez besoin du recruteur, mais le recruteur, il a aussi besoin de vous. Et vous êtes aussi deux professionnels. Parfois, ce qui peut vous différencier, c'est le nombre d'années d'expérience ou la connaissance du métier. Mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et donc ça, c'est très important. Et c'est aussi cette notion de rencontre. Parce que dans l'entretien, parfois, on peut se mettre la pression, un peu comme si on passait un examen ou le permis de conduire. Vous êtes là pour choisir votre futur job. Donc en fait, il y a cette notion pour moi aussi de curiosité, d'échange, finalement de rencontre et de plaisir dans la rencontre sur qui je vais rencontrer demain et avec qui je vais travailler. Et puis cette démarche marketing, c'est complémentaire, c'est-à-dire bien comprendre le besoin de la personne que j'ai en face de moi pour y répondre. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de vous rendre plus percutant, et puis aussi très important de bien vérifier que ça répond, vous, à votre propre besoin. D'où l'importance aussi d'avoir ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire un CV super clair. Donc je vous avais mis les 3 W et le H pour un entretien bien préparé. Alors je vais aller super vite, mais finalement c'est le premier W, c'est vous. Donc c'est bien être prêt sur
qui je suis, c'est quoi mon projet pro, est-ce qu'il est lisible, est-ce que j'ai bien focalisé sur, est-ce que mes priorités, mes objectifs sont clairs. C'est-à-dire mes priorités, c'est aussi combien de temps je veux travailler, combien je veux gagner, pourquoi je travaille, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Les réseaux sociaux, est-ce que je suis dans la congruence, est-ce que je suis cohérente? Si demain on lit mon CV et qu'on voit mon profil LinkedIn et qu'on m'écoute, c'est cohérent? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont dissonantes? Donc ça, c'est aussi important de bien le vérifier. Parce que, et que tous ces points-là se recheckent dans votre CV via des mots-clés qui soient clairs et qui résument tous ces points-là. Donc ça, c'est le premier V. Alors forcément, là, je vous dis, on est sur un format court. Parfois, je fais des conférences de 2 heures sur le sujet, donc il y aurait beaucoup de choses à détailler. Mais en tout cas, déjà, ce sont les grands points. Alors, ensuite, le deuxième W, c'est de qui il s'agit, l'entreprise. Donc ça peut paraître basique et évident, mais pour avoir été côté entreprise et avoir vu parfois beaucoup de candidats qui, quand j'étais chez Tape à l'œil par exemple, savaient à peine qu'on vendait des vêtements pour les enfants. Bon bah voilà, c'est quand même super important de bien comprendre l'entreprise. Bien connaître l'entreprise aussi à laquelle on s'adresse pour vérifier déjà que on est au bon endroit et que ça nous plaît. Et puis aussi je vous mettais éléments clés pour la confiance en soi pour éviter de se faire déstabiliser. Parce que souvent, ce dont on a peur en entretien, ce sont les questions pièges. Les questions pièges sur et vous savez dans combien de pays on est et vous avez vu ce qu'on fait, etc. Donc avoir ces renseignements et ces informations sur l'entreprise, ça peut paraître évident, mais c'est vraiment fondamental. Troisième W, donc de quoi s'agit-il? Le poste, pareil, ça peut paraître évident, mais parfois quand on postule à beaucoup d'endroits, on peut un peu perdre le fil de ce pourquoi on se présente. Et donc c'est très important de bien vérifier que le projet vous intéresse et est cohérent que le poste est cohérent avec votre projet et que personne ne va perdre de temps, ni vous ni le recruteur. Et puis le dernier H qui est le comment on fait finalement, les outils qui vont montrer aussi votre professionnalisme. Et c'est ce que je vous mets à la fin qui pour moi est fondamental. Les recruteurs se projettent dès l'entretien, c'est-à-dire que pour eux un candidat prêt, c'est un futur collaborateur, un futur partenaire qui est professionnel, qui sait de quoi il s'agit, qui se renseigne, qui prépare, qui demain du coup va préparer ses réunions, ou dans l'autre sens, qui risque peut-être d'arriver un peu en touriste sur certains sujets. Donc ça c'est vraiment très important. Si je postule dans le retail, si j'ai le temps, je vais faire un petit tour en magasin avant. Finalement c'est aussi une façon de se démarquer aussi de ses concurrents qui sont les autres candidats et les autres candidates. Donc ça c'est vraiment très important. Et aujourd'hui avec les réseaux, notamment les réseaux sociaux et les réseaux sociaux professionnels, on peut aussi avoir des infos sur qui on va avoir en face de soi pour pouvoir identifier aussi des points d'accroche pour les discours. Et donc ça aussi, ce sont des points importants dans cette préparation. Alors, donc toujours dans la phase avant, il y a ce que j'appelle les 5 devises du bon candidat. Alors c'est des choses qui peuvent paraître basiques, certaines choses, j'ai l'impression, je revois ma mère il y a 20 ans me dire « attention, sois à l'heure pour tes entretiens », etc. Mais effectivement, c'est avoir une tenue qui soit adaptée. Alors c'est pas forcément d'être en veste, ça dépend des secteurs, mais c'est vraiment d'avoir une approche et finalement une mise en valeur de soi qui soit cohérente avec l'environnement dans lequel on va aller. Effectivement, la ponctualité, ça c'est vraiment très important, et même c'est d'être en avance, et c'est de s'organiser et de se préparer pour ne pas être en retard, préparer son itinéraire, vérifier qu'on a les coordonnées de la personne avec laquelle on a rendez-vous si jamais on a du retard. Enfin, c'est des petites choses comme ça, parce que c'est pareil pour un recruteur, un candidat en retard, potentiellement, c'est un collaborateur en retard. Avoir ces outils. Alors je sais qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, beaucoup de personnes ont perdu le réflexe de prendre des notes avec un papier et un stylo. Mais il y a encore beaucoup de recruteurs qui recrutent avec un papier et un stylo. Et donc avoir de quoi noter et montrer, en fait, c'est vraiment du non-verbal. Mais un recruteur va, en voyant un candidat ou une candidate en face de lui qui a de quoi noter,
ça va lui envoyer le message subliminal, ok, je suis en écoute active, je vais noter ce que tu vas me dire. Et donc, c'est vraiment, ça crée de l'adhésion dans l'échange. Et puis, la positive attitude, ça peut arriver voilà, d'avoir des moments de vie difficiles. Les recruteurs, parfois, peuvent le sentir ou peuvent avoir envie, voilà, peut-être parfois de chercher à comprendre certaines choses, de titiller. Donc, avoir ce côté aussi, cette posture positive, ce sourire, cette posture dynamique, permet aussi déjà de donner envie et puis de se protéger aussi et d'être vraiment dans quelque chose de dynamique. Parce qu'effectivement, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression et ça commence dès le parking de l'entreprise. Donc, même si on a l'impression que parfois on n'est pas vu, il y a certains bâtiments qui sont vitrés. Il y a certains bâtiments où on vous voit arriver. Moi, dans une entreprise dans laquelle j'ai recruté pendant longtemps, moi, mes managers, ils regardaient en bas du premier étage dans l'entrée. Alors, ils sont habillés comment? Est-ce qu'il a fallu dans le canapé? Est-ce qu'il se tient bien? Est-ce que, voilà, je l'ai croisée dans les toilettes, elle était au téléphone, elle a dit ci, elle a dit ça, ou elle se fume une cigarette dehors. Enfin, c'est des choses vraiment qui peuvent paraître bêtes, mais qui sont vraiment, vraiment importantes. Donc, voilà pour les devises. Je voulais faire un petit focus très rapide sur à quoi s'attendre en termes de format d'entretien. Parce que ça peut aussi déstabiliser. Alors, on connaît l'entretien téléphonique, on connaît l'entretien individuel. Par contre, parfois, on oublie que les recruteurs peuvent être plusieurs et ne vous préviennent pas toujours. Donc, n'hésitez pas, quand vous vous faites confirmer un entretien, à bien demander, est-ce que je peux me permettre de vous demander avec qui j'ai rendez-vous, combien de temps est-ce que je dois prévoir pour vous préparer, si jamais vous avez une session de groupe, une session collective, de ne pas vous retrouver devant 15 personnes et de ne pas le savoir, parce que là, bonjour le stress. Et puis, petit focus sur l'entretien téléphonique, parce que ça, le nombre de fois où j'ai eu des candidats qui n'étaient pas prêts et qui se sont un peu sabordés, un entretien téléphonique, c'est vraiment le passe vers l'entretien classique. Donc, il vaut mieux ne pas répondre au téléphone si vous n'êtes pas disponible. La personne vous laisse un message et vous rappelez tranquillement quand vous avez le temps. Parce que quand quelqu'un est à la caisse d'un supermarché, est dans sa voiture ou dans ses toilettes, ça s'entend. Ou fume une clope, ou mange, ou moi j'ai eu toutes les configurations possibles, j'aurais 20 anecdotes à vous raconter. Et puis aussi le message sur le répondeur, le bonjour, bonjour, et non, vous m'avez loupé, merci de me laisser un message et de me rappeler plus tard, vous savez, ou les messages de répondeur un peu blagues et tout. Tout ça, voilà, c'est des choses, c'est des petits trucs comme ça qui se sécurisent et pour avoir une image professionnelle voilà, de qualité. Pendant l'entretien également, je vous ai mis un petit peu la liste des do, des don't. Donc, bien sûr, être prête, sourire, prendre des notes, avoir quelques questions préparées. Idéalement, des questions préparés, réfléchis, qui répondent vraiment à vos questionnements à vous. Agir en professionnel avec tous les éléments qu'on a vus juste avant. Et puis, encore une fois, positiver au maximum. Si vous êtes dans cette démarche de changement de projet, ces entretiens, justement, ça ne doit pas être des contraintes pour vous, mais bien au contraire des leviers de motivation pour vous dire, voilà, c'est le sésame qui va me donner accès à ma future vie professionnelle et à la suite. Et donc, les don't, c'est le contraire de tout ça. Et puis surtout, ne pas montrer sa lassitude et sa fatigue quand on enchaîne plusieurs entretiens d'affilée, parce que parfois, nous, on en a marre de se répéter, mais le recruteur, il vous a vu qu'une fois. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, pour terminer, le timing file, pour terminer, donc, ce que j'appelle le service après-vente du candidat, et donc les 5 R, c'est remercier, résumer, relancer et rester motivé pour être recruté. Parce qu'effectivement, vous avez la possibilité de transformer l'essai une fois que le match est terminé. Parfois, on peut se dire, voilà, c'est bon, j'ai fait l'entretien, maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais ce petit email, ce petit message qui va remercier votre interlocuteur dans les 2 à 5 jours ouvrés qui suit l'entretien, où vous allez, avec vos mots à vous, sans forcément faire des longues phrases et sans faire un pavé, mais dire voilà, j'ai été ravie de vous rencontrer, voilà, le job me plaît pour ça, je me sens en phase avec les valeurs de votre entreprise pour telle et telle raison, je me tiens à votre disposition pour la suite, etc. Ça fait vraiment la différence. Et c'est vraiment important, surtout quand c'est vraiment sincère et bien tourné. Pour cela, important,
en fin d'entretien, de bien vérifier qu'on a les coordonnées de la personne et que l'on a de la visibilité sur le temps de relance. Donc à la fin, c'est de dire, pour la suite, comment ça se passe? Est-ce que c'est moi qui reviens vers vous ou est-ce que c'est vous? Dans combien de temps? Est-ce que je peux me permettre de prendre vos coordonnées? Bien vérifier que vous les avez, parce que parfois, on a un mail de contact au début et puis finalement, on ne peut plus joindre la personne. Dans certaines grosses entreprises, il faut se refaire le barrage de l'accueil, etc. Ce n'est pas évident. Donc, bien vérifier tout ça pour pouvoir relancer le cas échéant, parce que le temps passe toujours beaucoup plus vite pour les candidats que pour les recruteurs qui vous disent « oui, oui, je vous rappelle la semaine prochaine » et puis ils sont déjà la semaine prochaine et puis en fait, ils n'ont pas pu avancer parce qu'ils n'ont pas croisé les décisionnaires, parce que ceci, cela. Donc tout ça, ce sont des éléments à bien préparer pour rester motivé, parce que c'est vrai que parfois on peut se dire « oh là là, il est gonflé ce recruteur, il m'avait dit 15 jours, puis là ça fait 3 semaines, moi j'attends, c'est bon. » Et en fait, parfois le recruteur vous rappelle et puis on peut se sentir un peu, voilà, on sent que le candidat presque c'est pas trop tôt. Bon bah oui, mais parce qu'on comprend la patience, mais en même temps, voilà, donc il y a tout ce travail, et ça c'est aussi du marketing en fait, c'est aussi la bonne gestion de la mise en valeur, finalement de boucler la boucle de cette mise en valeur. Donc, pour finalement pouvoir être recruté. Alors, et j'en terminerai là, et c'est les 4 mots-clés avec lesquels je vous propose voilà, de repartir. En tout cas, moi, c'est des 4 mots qui pour moi sont vraiment finalement un peu les mots-clés transverses de tout ce qu'on a pu se dire. Bah déjà l'authenticité, ça peut paraître bête, mais voilà, d'être cohérent, d'être aligné entre qui on est, ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire, comment est-ce qu'on le met en valeur dans les outils, comment est-ce qu'on va en parler dans son discours, comment on va le retranscrire dans son approche, dans sa posture en entretien, en échange. C'est très important, parce que sinon, au bout d'un moment, bah, on sera en décalage, on sera à côté de ses baskets, et puis du coup, on aura des frustrations de part et d'autre avec des recruteurs qui auront l'impression d'avoir fait des erreurs de recrutement, comme on peut souvent entendre, ou des erreurs de casting, ou des candidats qui se diront « mais qu'est-ce que je fais là en fait ?» Mais voilà, donc il y a vraiment cette importance de l'authenticité. Cette importance effectivement de la communication, à la fois dans la communication verbale et non verbale, à la fois dans comment on communique sur soi et comment est-ce qu'on se met en valeur. Le professionnalisme. Comment effectivement, par son attitude, sa posture, sa préparation, son côté carré, méthodique, on peut finalement réussir ses entretiens. Et puis parce qu'effectivement, la réputation, c'est quelque chose dans le monde professionnel qui est très important. Vous ne le savez pas, sans doute pas, mais peut-être que certaines personnes que vous verrez en entretien, dans 5-10 ans, ce sera votre patron, votre associé, votre concurrent, votre voisin. Et donc, s'il garde un mauvais souvenir de vous ou que vous gardez un mauvais souvenir de lui, ça pourra vous freiner par la suite. Et pour ça, j'aurai aussi beaucoup d'exemples à partager avec vous de personnes qui, voilà, n'ont pas toujours été alignées, puis on les recroise dans la vie professionnelle et puis on a moins envie, ou au contraire, qui nous laissent des super souvenirs. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que ces éléments auront pu compléter des visions que vous aviez déjà, vous donner des idées, des tips, et puis si vous avez besoin, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, merci.